d'être là. Jacques, Violette et moi, nous vous souhaitons la bienvenue. À vous tous, voisins et voisines, amis des voisins et voisins des amis, et puis vous, chers invités, bienvenue dans nos Ardennes. Pour vous remercier d'avoir fait le déplacement et de vous prêter au jeu de l'exploration des sujets qui nous tiennent à cœur, on vous a préparé un petit cadeau. Voilà, vous n'allez pas partir les mains. Voilà. Alors, ce sont des sachets de graines de plantes d'ici. Parce que grinette, en wallon, ça veut dire petite graine. Alors, des petites graines d'entraide, de solidarité, de résilience, de bon sens, et surtout de tout ça en bonne entente avec la nature. Voilà les graines que notre association a pour vocation de semer au quotidien. Le point de départ de notre initiative, ça a été la difficulté évidente de nos maraîchers du village à fonctionner dans un modèle économique conventionnel de production-consommation. Ensemble, nous avons réfléchi et nous nous sommes aperçus que deux points étaient essentiels pour nous. Le premier, c'est une alimentation locale, saine et abordable financièrement. Et le deuxième point, c'était des relations cordiales et solidaires entre voisins. Le tout dans le respect et le bon entente avec la nature qui est partout autour de nous. Donc un projet de maraîchage participatif a vu le jour et aujourd'hui nous mangeons ce que nous produisons ensemble avec bien sûr l'aide de nos maraîchers qui sont devenus des coordinateurs et nous sommes devenus des coproducteurs responsables. Mais il nous a semblé que ce projet n'aurait pas de sens s'il était isolé. Aussi, la SBL a une vocation plus large de soutenir l'entraide, la résilience, la solidarité en lien avec la nature, ici à Villette et aux alentours, mais aussi en lien avec les enjeux globaux. Et nous explorons 4 axes: la santé, se nourrir, se soigner, se développer, les relations, se connaître, se rencontrer, se déplacer, s'amuser, l'action, contribuer, agir, créer, partager, et le repos, se loger, se chauffer, se reposer, se ressourcer. Notre chape, que vous avez là avec le petit sachet de crème, se veut pragmatique et inspirante. Elle se décline en forme de rêve, un rêve non pas utopique et chimérique, mais un rêve bien enraciné dans notre terre, un rêve qu'on vit et qu'on cultive au quotidien, un rêve qui est notre réalité. Merci. Et sur ce, je passe la parole à Violette. Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors les grinettes, c'est un concours de circonstances. Au départ, comme le dit Nathalie, il s'agit de maintenir notre petite activité maraîchère sur les rails. Après 8 saisons consécutives où la rentabilité relève plus du concept que d'un fait, on se dit que partir en vacances, rénover sa maison ou développer d'autres projets sont aussi des priorités. La réalité, c'est qu'à ce jour, le salaire moyen d'un maraîcher bio, c'est de 8 € de l'heure. C'est dingue quand on y pense. Nourrir les gens n'est pas rentable. D'ailleurs, tout le monde le dit. Il faut produire plus, il faut changer de terre, avec un climat pareil et des sols aussi pauvres. Sans engrais, ce n'est pas possible d'assurer les rendements, et puis il faut se mécaniser un peu. Travailler à la main, c'est pour les fous, c'est les rêveurs. Ah, et arrêter de semer soi-même. Il faut acheter des plants tout faits, des hybrides, c'est beaucoup plus rentable. Ça va plus vite, il faut laisser faire les professionnels. Le bio, c'est mignon, mais ça ne va pas nourrir le monde. Il faut grandir un peu.
Et c'est bien ce que j'ai appris dans mes études d'agronomie. Pourtant, dans notre potager, on voit tout le contraire. Qu'un sol est un écosystème fragile et puissant à la fois. Que passer avec des machines le détruit et le laisse nu également. Que les engrais tuent la vie et appauvrissent le sol. Que chaque habitant a son rôle et que la diversité a toujours raison. Que les pesticides rendent les cultures vulnérables aux attaques. Que les hybrides sont stériles et inadaptés et que les utiliser nous rend dépendants. Que 2500 mètres carrés en bio peuvent fournir des légumes pour 100 personnes. Chaque jour, notre potager nous explique comment va le monde. On y voit les changements climatiques, l'érosion, la migration, l'extinction, le déséquilibre. On y voit aussi la collaboration, l'adaptation, la sélection, ce qui fonctionne, ce qui s'effondre. On y trouve des pistes et de l'inspiration. On désapprend ce qui, depuis des décennies, n'a pas fonctionné. Les Greenettes, c'est un concours de circonstances, tout comme le serait une nouvelle espèce née de l'arrêt inopiné d'un butineur curieux. Comme la nature le fait, on prend la mesure de ce qui compte, on crée un réseau de personnes conscientes et on collabore. Les Greenettes, c'est beaucoup plus que du maraîchage. Les Greenettes, c'est un réseau rural qui expérimente le collectif. Cette première assemblée conviviale et citoyenne est symbolique à plus d'un titre, car les élections européennes sont bien plus près de notre potager qu'il n'y paraît. Et une Greenette avertie en vaut deux. Je suis donc plus que ravie de faire partie de cette aventure et vous remercie tous, amis, voisins, invités, candidats, de votre présence pour discuter ensemble d'enjeux prioritaires dans les prochaines années. Merci. Voilà. Qui a dit que la politique n'intéressait plus personne? Voilà, donc c'est magnifique. Merci à tous d'être là. Et nos invités, nous les remercions. Ils viennent de La Roche, Madame Christiane Collinet, 3e sur la liste des engagés, de Liège, Madame Judith Fernandez, 8e sur la liste PS. Je viendrai à vous tout de suite après, du Congo, M. Benoît Cassard, 3e sur la liste MR, M. Olivier de Scuter, qui vient de plus loin, de Bruxelles, 2e sur la liste Piccolo, et je termine avec Lars Bosconbrod, parce qu'il n'est pas candidat aux élections européennes, le TTP, personne de disponible pour ce débat-ci, et Laszlo a eu la gentillesse d'accepter et de représenter le TTP ici aujourd'hui. Voilà, alors merci au public d'être aussi nombreux. Je dois remercier quelques personnes qui nous font l'honneur d'être présents. Monsieur Sandré, bourgmestre de Lierneux, d'une part, d'autre part, le chef de file de l'opposition, Monsieur Léonard, et nous leur fixons déjà rendez-vous dans quelques mois, mais alors ils seront à la tribune et nous aurons du plaisir à les écouter. Voilà, alors c'est la première assemblée citoyenne conviviale de la SBL des Greenettes, mais il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, différentes, pas nécessairement politiques. Mais aujourd'hui, nous avons voulu la faire politique. Le but, l'objectif que nous poursuivons, c'est donc aussi de redonner de la place et de la valeur à la démarche politique. En effet, comme vous savez, il y a un dégoût de la politique, un retrait se toucher les jeunes, et il y a vraiment une importance d'essayer de remettre le politique au centre et de pouvoir débattre. Et notre objectif, donc, d'essayer d'un peu réenchanter la politique, a deux conséquences sur notre débat que je voudrais préciser. Deux conséquences. La première, c'est que nous voudrions que ce débat soit engagé. C'est-à-dire que chacun d'entre vous puisse affirmer avec force les choix qu'il fait et ce en quoi ça va nous engager. Donc, premier souhait, c'est que le débat soit engagé. Deuxième souhait, c'est que vous puissiez décliner vos choix, vos options, mais de manière civile, avec civilité. Donc nous voudrions vraiment faire le pari, et nous vous faisons confiance pour ça, et au public également,
d'arriver à faire un débat qui soit à la fois engagé et qui le se fasse aussi avec civilité. Alors, des choix engagés, pourquoi? Justement, pour nous permettre de mieux faire nos choix, nos choix de vote. Et donc voilà, je vous invite à bien affirmer vos convictions. Alors, juste quelques mots, parce que nous avons 2 heures et même plus de 2 heures maintenant, avec 5 intervenants et 4 grands thèmes que nous voulions développer. Évidemment, ça fait peu de temps pour chacun, et en même temps aussi, on voudrait que le public puisse s'exprimer. On va devoir un peu se presser, et on veut l'équilibrer. Donc, grosso modo, moitié du temps pour les représentants des partis et moitié du temps pour le public. Nous croyons en effet qu'il est important à la fois qu'on puisse entendre, écouter les candidats, mais je trouve qu'il est aussi important que les candidats puissent entendre les personnes qui les interpellent. Alors, on va commencer assez rapidement. Premier grand thème, c'est le Green Deal, le pacte vert. Et pour ce thème-là, il n'y aura pas d'intervention du public. On va juste entendre votre position. Vous allez entrer au Parlement, je l'espère pour vous tous. Vous allez entrer au Parlement et il sera question du pacte vert et de la poursuite ou non de ce pacte vert. Et donc, notre première question, c'est quelle est votre position par rapport à ce pacte, hein. Je rappelle que Geert Wilders a construit son succès en Hollande dans son combat contre le pacte vert et son combat contre le pacte vert. Actuellement, le Vlaams Belang recueille la majorité des voix des agriculteurs flamands parce qu'ils font combat contre le pacte vert. Et alors, le pacte vert pour vous, est-ce qu'il est trop vert? Est-ce qu'il est vert foncé? Ou est-ce qu'il est vraiment trop pâle, un vert très pâle? Est-ce que c'est trop peu? Possible, pas possible, probable, pas probable? Voilà, votre avis là-dessus. Et pour l'ordre des interventions, je vais vous proposer de tirer. On voulait donner l'honneur aux hommes. On avait dit qu'on voulait être galant et leur laisser la parole en premier. Voilà, alors nous commencerons par Mme Fernandez. Et nous suivrons 1, 2, 3, 4. La parole est à vous. Trop peu. Alors, pas assez. 2 minutes chacun. 2 minutes. Je vous dirai merci et tout ça alors après. Voilà, donc pour le Parti Socialiste, évidemment, le Green Deal, c'est quelque chose d'important. C'était quelque chose qui était nécessaire d'être mis en place, mais il n'est aujourd'hui pour nous pas suffisant. Il n'est pas suffisant dans la nécessité, il n'est pas, avec les mesures qu'il apporte aujourd'hui, il a besoin de financement plus adéquat pour apporter ces moyens à la transition écologique et surtout d'intégrer dans cette transition écologique une justice sociale. On parlait tout à l'heure notamment du salaire que vous avez évoqué. Évidemment, ça ne va pas. Ça ne va pas que le poids de la transition écologique porte uniquement sur les travailleurs et les travailleurs de la terre. Alors, pour le PS, qu'est-ce qu'on propose? C'est la création d'un fonds de transition qui permettrait aux agriculteurs de faire évoluer leur modèle de production vers des systèmes plus durables, en apportant des alternatives plus inoffensives aux pesticides, puisque j'ai aussi été attentive à ce que vous avez dit et les incidences que ça a sur la terre. Aider aussi à toute cette simplification administrative, parce que j'entends, et j'ai beaucoup entendu les agriculteurs ces dernières semaines se plaindre de la lourdeur administrative, et donc là on pense aussi qu'il y a vraiment un soutien à apporter. Et pour tout ça, au PS, on se dit que ce Green Deal n'est pas suffisant et il ne pourra devenir suffisant et efficace tant en matière de transition écologique que de justice sociale pour les agriculteurs qu'en ayant une révision de la PAC, l'un n'allant pas sans l'autre. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les 2 minutes, les 2 minutes en fait. Parfait. Le deuxième. Bien, alors, merci à vous d'organiser ce débat. Je suis ravi d'être là en compagnie de ces autres candidats et candidates que je respecte et avec qui je me réjouis d'entamer ce dialogue.
J'ai un rapport très particulier en fait au pacte vert et spécialement à la stratégie alimentaire de la ferme à la fourchette qui est la composante alimentaire, agriculture de ce pacte. Parce que pendant 3 ans, 2016-2019, j'ai coordonné un ensemble de réunions, de visites dans des villes, de tables rondes qui ont débouché sur la proposition d'une politique alimentaire commune pour l'Union européenne, soutenue par un grand nombre d'ONG, de syndicats, d'experts scientifiques, pour que l'Union européenne enfin se dote d'une stratégie alimentaire. Elle avait une politique agricole commune, mais à côté de ça, il y avait la santé, il y avait l'environnement, il y avait le développement rural, l'emploi, qui étaient au fond traités comme des piliers séparés. Et nous avions demandé à la Commission européenne de mettre à l'agenda européen une stratégie intégrée. Et au fond, le pacte vert, dans sa composante alimentaire, c'est la réponse à cette demande. C'est quand même chouette de voir que pour une fois, la société civile peut mettre à l'agenda européen quelque chose. Alors aujourd'hui, ce pacte vert, qui est indispensable pour non seulement préparer la transition vers l'agroécologie dans l'agriculture, mais aussi pour améliorer la santé des hommes et des femmes en Europe, en réduisant l'usage de pesticides et en luttant contre la malbouffe, ce pacte vert est en danger. Il est en danger parce qu'on oppose le pacte vert à des questions de pouvoir d'achat, comme si ces objectifs étaient irréconciliables. Et je constate que plusieurs partis d'extrême droite, et Jacques, vous y avez fait allusion, ont monté en importance dans plusieurs États membres, en Allemagne, en Italie évidemment, où ils sont au pouvoir, aux Pays-Bas, et la droite conservatrice a l'impression qu'il faut interrompre le pacte vert, suspendre celui-ci pour faire droit à ses craintes. Et je suis extrêmement inquiet, parce que pour moi, le vrai risque, c'est que les avancées du pacte vert soient mises en question aujourd'hui. J'entends partout des politiques, y compris le Premier ministre, dire on doit mettre une pause sur tout ce qui concerne les législations environnementales, on va continuer sur le climat, mais mettre une pause sur le reste, ce qui n'est pas possible, simplement pas possible. Et donc, la raison pour laquelle j'ai accepté de me présenter en soutien à Écolo, c'est parce que je veux sauver ce pacte vert, ça me paraît indispensable, et on peut effectivement le faire dans la justice sociale. Merci. Le numéro 3. Voilà, c'est le numéro 3. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis agriculteur dans le Condro et je suis engagé au niveau de la campagne électorale pour essayer de défendre, je pense, l'agriculture. Voilà, alors, par rapport au pacte vert, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi, je vais dire franchement, j'ai aucun problème sur les objectifs du pacte vert. Je pense que le parti européen dans lequel le MR se situe, c'est Renew, a toujours été un parti très positif pour les avancées au niveau de l'environnement, etc. Mais ce que je pense vraiment aussi, c'est que les avancées vers une agriculture plus verte, etc., elles doivent se faire avec les agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une moyenne d'âge des agriculteurs en Wallonie qui est de 59%, on n'a plus de jeunes qui reprennent les fermes. 59 années, pardon, excusez-moi, moyenne d'âge. Et on voit qu'il y a vraiment un gros problème pour la succession des fermes. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que si on n'écoute pas les agriculteurs pour la manière dont on doit évoluer, on doit le faire ensemble, eh bien, c'est le pire qui peut arriver, c'est qu'on arrête de cultiver chez nous, ou en tout cas on arrête l'élevage. Je ne dis pas que la culture c'est pour demain, mais l'élevage est vraiment en danger, et on va délocaliser notre alimentation ailleurs qu'en Europe pour importer après. Ça c'est le pire qui peut arriver. Parce qu'avoir une agriculture européenne super propre et tout, on peut laisser faire la nature, elle va tout boiser toute seule, etc. On sera nickel au niveau environnement, mais on n'aura plus de nourriture non plus. Donc, si on doit importer notre nourriture, c'est le pire qui peut arriver. Donc, mon ambition au niveau de mon engagement politique, c'est de dire il faut écouter les agriculteurs, adapter à la réalité du terrain et s'inscrire dans la durée pour atteindre ces objectifs. Alors, deuxième élément que je voudrais développer, c'est qu'on n'a pas attendu le pacte vert quand même au niveau agricole pour évoluer vers une agriculture moins dépendante des pesticides et non préoccupée de l'environnement. On a des normes déjà qui existent, qui évoluent tout le temps,
Et je n'aime pas quand on catégorise l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui comme quelque chose qui est mauvais. Tip top, hein. Voilà, moi aussi je suis agricultrice, mais une agricultrice familiale où c'est vrai, on n'utilise pas de pesticides, mais je peux comprendre que dans le Brabant wallon, ces choses-là, on puisse en utiliser. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, mais bien sûr que c'est possible de justement, comme vous dites, est-ce que c'est possible ce pacte vert? Mais bien sûr qu'il est possible. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas accompagné les agriculteurs. Il faut savoir que la Wallonie, elle travaille quand même très bien. Si je vous dis que la réduction des pesticides, c'est de 33% par rapport à la période 2011-2013, ça veut dire que les agriculteurs ont déjà travaillé. Mais si vous vous rappelez certains, après la guerre, on a dit quoi? Produisez, produisez, pulvérisez. Et les agriculteurs ne savaient pas à quoi ils avaient, et ils l'ont fait. Et les gens avaient eu faim et ils voulaient de la nourriture. Maintenant, on a dit aux agriculteurs, mais ce n'est pas bon, et des agriculteurs sont morts avec les pesticides. Alors on a dit maintenant, voilà, il faut travailler autrement. Et les agriculteurs sont prêts à le faire. Mais le problème, c'est que l'Europe n'a pas donné les moyens pour travailler. Il faut les accompagner. J'ai dit à une fois à un ingénieur, qu'est-ce que vous avez fait pour seconder les agriculteurs? Parce que si tout à coup, dans toutes les céréales, vous avez un champignon qui est mortel pour la population, vous faites quoi? On n'a pas la solution. Donc, aidons les agriculteurs, parce que finalement, la proposition de moins dire qu'on a abandonné le pacte vert, c'est pas vrai. Il y a eu juste une façon que les 50% qu'on demandait, on a dit, ok, pas en 2030, 2035, 50% de pesticides en moins. Parce qu'il faut donner le temps. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on demande aux agriculteurs, allez, maintenant vous abandonnez les pesticides, vous allez travailler mieux avec la nature, ils essayent de le faire, mais accompagnons-les, donnons-leur les moyens, et ça c'est important. Parce que finalement, ce que les agriculteurs demandent, mais bien sûr qu'ils veulent restaurer la nature, bien, voilà, pas dit la moitié, c'est cool. Désolé, 2 minutes, c'est cool. Non, c'est pas grave. Alors, oui, pardon. J'ai cru d'ailleurs que tu disais, je vais garder le meilleur pour la fin. Mais en fait, je voulais revenir à la question, je parlerai d'agriculture après dans les autres thèmes qui nous sont proposés. Moi je suis ici parce que notamment je suis député régional en commission d'agriculture et du climat d'autre part, où finalement on doit beaucoup travailler dans le cadre des directives européennes. Et par rapport au pacte vert, on pourrait dire deux choses. D'une part, on pourrait dire, ben voilà, le plus loin où on peut aller dans un cadre d'économie de marché, et se dire que ben voilà, c'est bien de mettre ça en place. Ou d'autre part, se dire, mais en fait, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux possibles? Et on sait aujourd'hui que, par exemple, pour rester dans le cadre du réchauffement climatique à 1,5 degré, pour 2030, c'est pas 55% des émissions qui vont baisser, c'est 65%. On n'a pas adopté le pacte. Donc, le pacte, d'un côté, il n'est pas suffisant, ça je pense qu'il faut le dire. Et d'autre part, il y a aussi un problème qui, effectivement, permet de la récupération, notamment à l'extrême droite. C'était mis en avant, et je pense que c'était important, mais je l'ai vu même au niveau de la droite, ici, dans le mouvement agricole. Moi, j'ai eu en commission des gens, d'ailleurs, du MR, hein, désolé, c'est pas pour pointer quelqu'un, mais je veux dire qu'ils sont venus dire les agriculteurs sont dans la rue pour une pause écologique. Mais c'est pas vrai. Dès qu'on discutait avec les agriculteurs, c'est pas ça qui était voulu. Mais on voit qu'il y a une tentative de récupérer. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai, qui pose problème, et je pense que ça, pour nous, c'est quelque chose qui nous est important, c'est de voir qu'aujourd'hui, la façon dont est pris le pacte vert, il fait fuir les gens de l'écologie. Et ça, je pense que c'est important. C'est important de voir, enfin, moi je le vois tous les jours, j'ai des discussions avec des gens, que ce soit dans des entreprises, dans des quartiers, etc., qui trient leurs déchets, qui font des efforts, qui voudraient en faire plus, et puis qui d'un côté se reprennent toute une discussion sur les taxes qui arrivent, taxes carbone, qui se demandent comment est-ce qu'ils vont nouer les deux bouts, et en même temps, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'ils adhèrent à ça, quand en même temps, on voit que par contre, il y a énormément de cadeaux qui sont faits toujours à des entreprises, notamment polluantes. On est toujours en train de financer de la production, notamment au niveau du gaz. Il y a, le gouvernement ici wallon a mis 110 millions d'euros pour payer à la place des entreprises les plus polluantes leur droit de CO2.
sous prétexte que ça allait garder l'emploi, alors que dedans, par exemple, celui qui reçoit le plus d'argent, c'est Arcelor. Il y a, je pense, comme ça, un problème, une dissonance. Une dissonance cognitive, et donc pour nous, il doit être plus social, si on veut l'appeler ça. Merci.